سخنرانی تاریخی پروفسور ژان زیگلر، نایب رئیس کمیته مشورتی شورای حقوق بشر ملل متحد، متشکل از 18 متخصص بین المللی در ژنو. ما در شرایط خارق‌العاده‌ای هستیم. مردم ایران و نسل جدیدی به پا خواستند و جوانانی که تظاهرات کردند. آنها از جان گذشته هستند و یک دلیل این از جان گذشتنها اعتراض علیه فقر اقتصادی و فساد آخوندهاست. اما در واقع آتشی که به جان آنها افتاده آتشی است که توسط شهیدان سال 67 برافروخته شده است. آنها خواهان آزادی، دموکراسی و احترام به حقوق بشر هستند و جای شکی نیست که آنها از الگوی قهرمانانه شهیدان 67 انگیزه می‌گیرند. فداکاری فوق‌العاده این مردان و زنان قهرمان در 30 سال پیش هنوز هم موضوع روز است. Monsieur le Président, Mesdames, Messieurs, d'abord je vous remercie de votre invitation. Vous savez que le comité consultatif du Conseil des droits de l'homme est un organisme subsidiaire du Conseil des droits de l'homme, qui est la troisième instance la plus importante des Nations Unies, après l'Assemblée générale et le Conseil de sécurité. Ce comité est constitué de 18 experts internationaux proposés par leurs pays respectifs, mais qui, après l'élection par le Conseil, sont totalement indépendants, et pour l'instant, je suis le vice-président de ce comité, qui est le think tank, pour aller vite, du Conseil des droits de l'homme, qui prépare les dossiers, qui fait des propositions, qui exécute des mandats, etc. Notre comité a été saisi de nombreuses fois et a réagi en conformité par les crimes commis par la dictature des mollahs de Téhéran depuis 39 ans. Nous sommes ici ce matin à la fois pour deux raisons: pour commémorer et rappeler le martyre d'à peu près 33 000 jeunes ou moins jeunes iraniennes et iraniens durant les massacres de 88, et deuxièmement, voir comment on peut mettre fin à l'impunité des assassins qui sont toujours, pour certains d'entre eux, au pouvoir, à l'œuvre. Comment les remettre à la justice internationale? Quel mécanisme créer pour mettre fin à cette impunité totalement scandaleuse? Je voudrais commencer par quelques remarques préliminaires. D'abord, mes condoléances profondes adressées aux familles, aux survivants des massacres, aux familles de ceux qui ont perdu des martyrs dans les massacres, non seulement de 88, mais les massacres qui continuent jusqu'à ce jour, mes condoléances profondes. En deuxième lieu, je voudrais rappeler très rapidement la situation dans laquelle nous parlons aujourd'hui, qui est tout à fait extraordinaire. Le peuple iranien s'est de nouveau levé, une nouvelle génération. Et c'est vrai que ces jeunes qui ont manifesté en mettant en jeu leur vie, parce que quand ils sont arrêtés, ils sont torturés et assassinés, et ils le savent, qui ont risqué leur vie, ils l'ont fait bien sûr selon la presse occidentale pour protester contre les prix élevés, contre la misère économique, contre la corruption des mollahs certainement, mais en fait profondément le feu qui les anime, c'est le feu des martyrs de 88. Ils demandent la liberté, la démocratie, le respect des droits de l'homme. Et ils sont nourris certainement par l'exemple héroïque des martyrs de 88. Donc il y a une actualité tout à fait extraordinaire du sacrifice de ces héros et héroïnes d'il y a 30 ans. Je voudrais dire une troisième chose préliminaire. Mon ami Eric a parlé tout à l'heure de Kasem Radjavi,
Kazem Radjavi, grâce à lui, était le premier délégué du CNRI, du Conseil national de la résistance iranienne, de la résistance iranienne, au Conseil des droits de l'homme, très actif dans la société civile internationale et genevoise. Grâce à Kazem Radjavi et ensuite ceux qui l'ont succédé, le contact n'a jamais été rompu avec le Conseil des droits de l'homme et l'ONU a toujours été tenue au courant formidablement, avec précision, intelligence, par le CNRI. Je parle de Kazem Radjavi parce qu'il a été assassiné dans ce village, quelques dizaines de kilomètres d'ici, à Tané, par les tueurs de Téhéran, impunis, restés impunis jusqu'à ce jour, avril 1999, et je ne peux pas parler devant un auditoire comme celui-là sans honorer le travail et la mémoire de cet homme tout à fait extraordinaire et qui lui aussi a payé de sa vie, qui était Kazem Radjavi, pour rendre public les crimes des mollahs. Je voudrais, puisque nous étions très liés, il était professeur à la même université que moi, à Genève, un mot sur Kazem, à cette occasion ici. J'ai discuté assez longtemps avec un de mes collègues au Conseil national qui s'appelait M. Lebas, qui était conseiller d'État chargé de la justice et de la police du canton de Vaud. Kazem et sa famille habitaient à Tané, canton de Vaud, et j'ai demandé au gouvernement, à ce ministre de la Justice de Vaud, d'organiser une protection pour Kazem Radjavi. Kazem Radjavi a refusé. Le gouvernement vaudois a dit oui, qu'il vienne nous voir, on va organiser une surveillance, une protection policière à Tané, enfin dans sa région où il habite. Et Kazem a dit jamais. J'ai dit tu es fou, pourquoi? Tu sais que tu es menacé. Il m'a dit mes camarades n'ont pas de protection. Nulle part au monde, je n'aurai pas. Et il en est mort. Ça, c'est l'héritage des héros de 88. Maintenant, l'espoir qui s'est levé avec ces manifestations d'il y a quelques jours, quelques semaines, et qui vont certainement continuer, et qui sont payées aussi au prix du sang par ceux qui ont manifesté, rappelle Jean Jaurès. Jean Jaurès a dit « La route est bordée de cadavres, mais elle mène à la justice ». Donc ce qui se passe aujourd'hui en Iran révèle une formidable espérance, puisqu'encore une fois, et je termine là les remarques préliminaires, encore une fois, l'héritage, l'exemple, le martyre, le sacrifice des héros et héroïnes de 88 est réincarné dans la jeune génération qui se lève aujourd'hui pour les mêmes valeurs, démocratie, indépendance, liberté en Iran. Voilà, maintenant je vais faire deux séries de remarques. La première, je reviens rapidement à l'histoire, à deux ou trois points de l'histoire qui me semblent importants et qui permettent de situer ce que je demanderai dans la deuxième série de remarques. Vous savez que Khomeini est revenu en Iran en 1979, dans un Iran où le Shah venait de s'enfuir et où la principale force sociale était les moudjahidines du peuple. Pourquoi? Parce que les moudjahidines du peuple étaient la principale force de résistance contre la dictature du Shah. La SAVAK, la police, la Gestapo du Shah a liquidé tous les fondateurs des moudjahidines, par exemple. Le successeur des fondateurs, je prends un exemple, Massoud Radjavi, est sorti de prison 10 jours avant, a survécu, a sorti de prison 10 jours avant l'arrivée de Khomeini, jouissait les moudjahidines d'un immense prestige grâce à cette histoire de résistance à la dictature du Shah. Je prends l'exemple de Massoud. Massoud était condamné à mort. Il a été sauvé en toute dernière minute parce que Kazem est allé voir le président de la Confédération, qui était Pierre Grabert à l'époque, et Pierre Grabert a accepté d'aller voir à Saint-Moritz
où le Shah d'Iran était en vacances dans un hôtel de super luxe pour demander la grâce de Massoud au Shah. Et le Shah ne pouvait pas refuser au président de la Confédération helvétique ce service. Et à quelques instants près, à quelques heures peut-être près de l'exécution, Massoud a été sauvé et est devenu tout naturellement, avec les Moudjahidites, la principale force, la force la plus crédible, sociale la plus crédible dans cet Iran où arrivait Khomeini. Mais il y a eu une rencontre entre Khomeini et Massoud et les Moudjahidines, la délégation des Moudjahidines conduite par Massoud en 81. Et Khomeini a dit: je vous donne tout ce que vous voulez, mais vous devez accepter avec moi d'écraser les ennemis de Dieu, c'est-à-dire d'instaurer la dictature islamiste. Et les Moudjahidines ont refusé. Massoud a dit: nous avons perdu tant de camarades, nous avons payé un prix tellement élevé dans la lutte contre la SAVAK et dans les prisons et sous la torture de la SAVAK. Nous, on est là pour instaurer la démocratie, l'indépendance, la souveraineté, les droits de l'homme en Iran. Et c'était la rupture. Et rapidement, évidemment, le conflit s'est envenimé, il y a une persécution qui a commencé presque immédiatement. Le pire moment, c'était le tournant, comme disent les Moudjahidines, c'était le 20 juin 80, mais déjà Massoud ne se rendait pas aux promesses de Khomeini. 20 juin 81, une immense réunion, manifestation publique organisée par les Moudjahidines, 500 000, j'ai vu les photos dans des archives, 500 000 au moins personnes à Téhéran qui revendiquaient la liberté, qui revendiquaient la démocratie. Et là, pour la première fois, les services de Khomeini, les Pasdaran en essence, tirent dans la foule, et c'est le premier grand massacre public. Et à partir de là, les Moudjahidines, les démocrates en général, les combattants de la liberté sont en clandestinité, sont persécutés, persécution qui culmine, je le répète, en 88. Cette rupture, il n'y a jamais eu de négociations plus tard, c'était la violence fasciste, cléricale, impitoyable contre un mouvement, contre des hommes, des femmes de toute génération, de toute religion aussi, qui demandaient l'instauration, encore une fois, de la démocratie, l'instauration de la liberté, et qui témoignaient, ce qui est formidable jusqu'à ce jour pour les Moudjahidines, par exemple, pour le CNRI en général, d'un islam démocratique, d'un islam des Lumières. Et c'est pour ça que ce mouvement est tellement important, cette résistance iranienne est tellement importante pour le monde entier, parce qu'il se mène, il y a 1,1 milliard de musulmans dans le monde qui sont traversés par d'effroyables perversions, comme vous le savez, les djihadistes, la dictature des mollahs iraniens, etc., etc. Là, vous savez, les témoins du sang d'un islam démocratique, d'un islam des Lumières, d'un islam qui incarne tout l'immense héritage de tous les très grands penseurs savants islamiques du temps qu'on appelle l'islam des Lumières. On a souvent appelé les Moudjahidines les tenants du deuxième islam des Lumières, Et c'est pour ça que ce mouvement de résistance iranienne qui se fait non seulement au nom des valeurs que j'ai dit tout à l'heure, mais au nom d'un islam, et les amis que j'ai parmi les Moudjahidines sont profondément croyants, sont des islamistes, sont des musulmans profondément croyants, c'est des hommes et des femmes de foi, mais une foi tolérante, une foi fidèle au Coran, une foi
totalement, je le répète, des Lumières. Et c'est pour ça que ce mouvement, je le répète, est d'une telle importance. Il me vient à l'esprit une référence historique qui peut sembler un peu déplacée dans ce cadre, mais qui dit bien ce qui est ma pensée ici. En Varsovie, en 1843, Tchervisky, le commandant en chef des troupes d'occupation russes, qui écrasait l'insurrection du peuple de Varsovie, a vu fleurir sous le palais où il habitait une banderole qui était posée la nuit par les insurgés polonais qui luttaient pour leur liberté contre l'occupation tsariste. Et cette parole disait: pour notre et votre liberté, pour notre et votre liberté, s'adressant aux troupes d'occupation, défendant une puissance tsariste effroyable, du servage, etc. Et les insurgés disaient: nous luttons bien sûr pour notre liberté, mais aussi pour la vôtre. Aussi pour la vôtre. Et les Moudjahidines, ou le CNRI peut dire, est exactement dans la même situation. Leur combat est aussi pour notre liberté, puisque nous avons besoin d'un islam des Lumières, de coexistence, de collaboration, de pacifique coopération. Il a une dimension universelle, non seulement dans le sacrifice des martyrs de 88, mais dans le sacrifice de ceux qui aujourd'hui, maintenant à cet instant, sont torturés et qui meurent et qui n'abjurent pas et qui ont manifesté il y a quelques semaines. Il y a un lien organique, presque charnel, entre eux et nous, entre leur sacrifice et notre liberté qui est défendue par eux. Maintenant, j'arrive à la deuxième série de mes remarques, et c'est pour ça que notre solidarité ne doit pas être simplement morale et verbale, etc., mais elle est politiquement essentielle. Elle est politiquement essentielle. Si des tueurs comme les mollahs, si ces dictateurs qui sont là depuis 39 ans, impunis, continuent à sévir, et j'ai ici Fallen for Freedom, le CNRI a édité la liste de 20 000 martyrs sur les 120 000 qui sont tombés probablement depuis l'arrivée de la dictature des mollahs. Il a ici la fatwa de Khomeini, qui a donné naissance, qui a légitimé les massacres de 88, et il a ici la liste avec l'âge et les photos, c'est effrayant, j'ai passé la nuit à les refeuilleter, de tous ces martyrs qui continuent de tomber pour notre liberté, et cette impunité doit cesser. Comment elle peut cesser? Par la mobilisation enfin de cette opinion publique occidentale traversée par des raisons d'État, par des raisons commerciales, recherche du profit. La Perse est un immense pays très très riche, avec des séductions capitalistes nombreuses à offrir à l'oligarchie capitaliste du capital globalisé, capital financier globalisé d'Occident. Cette opinion publique européenne doit se réveiller. La réunion de ce matin, et je remercie encore une fois la société civile de l'avoir rendu possible, participe à cet effort, doit se réveiller et demander que l'impunité cesse. Plusieurs orateurs, toi en tout cas, et d'autres, m'a-t-on dit avant moi, ont demandé cette enquête de l'ONU, et je félicite et je remercie le haut commissaire pour les droits de l'homme, qui a envoyé des observateurs ici, qui a dit là, il y a crime contre l'humanité, il y a crime contre l'humanité, après 30 ans, 20 ans, 50 ans, 60 ans, les crimes contre l'humanité sont imprescriptibles.
les crimes contre l'humanité sont parfaitement identifiés. Ils ont été définis en 1948, donc dans la résolution sur le génocide et les crimes contre l'humanité. La définition des crimes contre l'humanité a été reprise dans l'article 7 du statut de Rome de 98 du statut de Rome, qui a donné naissance à la Cour pénale internationale, et les actes barbares infligés aux martyrs iraniens par la dictature des mollahs sont définis avec une précision juridique totale. Et je vous les lis rapidement. Qu'est-ce que c'est qu'un crime contre l'humanité? Les témoignages que vous avez entendus, les témoignages qui sont dans ce livre terrifiant, émouvant, mais d'une très grande précision, sont parfaitement définis juridiquement. Il ne s'agit pas d'une condamnation générale de l'assassinat ou de la torture, et je me permets de rapidement de les lire. Article 7, crime contre l'humanité, c'est le statut de Rome qui a repris 1948 la définition exacte du crime contre l'humanité tel qu'il est dans la résolution contre le génocide. Article 7. On entend par le crime contre l'humanité l'un quelconque des actes énoncés ci-après, lorsqu'il est commis dans le cadre d'une attaque généralisée ou systématique lancée contre une population civile. Premier crime, le meurtre de masse, extermination, réduction en esclavage, déportation en esclavage, transfert de population, emprisonnement ou autre forme de privation grave de liberté physique en violation des dispositions fondamentales du droit international, torture, viol ou toute autre forme de violence sexuelle de gravité comparable, persécution de tout groupe ou de toute collectivité identifiable pour des motifs d'ordre politique, racial, national, ethnique, culturel, ici c'est d'ordre politique, religieux ou sexiste, disparition forcée de personnes, crime d'apartheid, autres actes inhumains de caractère analogue, causant intentionnellement de graves souffrances ou des atteintes graves à l'intégrité physique ou à la santé physique ou mentale. Ça, c'est la définition extraordinairement précise des crimes contre l'humanité qui ont été commis. Et empiriquement, les témoignages ont été fournis à cette réunion aujourd'hui, commis et qui continuent à être commis par les tueurs des mollahs. Pour qu'il y ait commission d'enquête, il faut aussi qu'il y ait identification des auteurs de ces crimes contre l'humanité. C'est d'une facilité absolue, il n'y a aucun problème là-dessus, aucun problème juridique ou technique pour les enquêteurs, comme par exemple Pinheiro là, pour la commission d'enquête pour la Syrie, là il y a des problèmes d'identification, là il n'y en a pas. Les meurtres de 88, je reste uniquement avec les meurtres de masse de 88, eh bien, il y a des coupables à 3 niveaux. Il y a d'abord les membres de ces fameux comités de la mort que Khomeini a instaurés, un procureur, un juge et un représentant des services secrets. Dans chaque village, dans chaque province, dans chaque ville, il y a un comité de la mort qu'on peut identifier. Et Khomeini, dans la fatwa qui est ici, qui est très détaillée également, qui a instauré ces comités, dit si 2 sur les 3 sont d'accord pour l'exécution, exécution. Ni droit à la défense, ni droit à l'avocat, ni droit à être entendu. Le comité stipule si 2 sont d'accord, c'est l'exécution. Donc ceux-là, on les identifie, ces comités. S'ils sont en vie, les membres de ces comités, on les identifie facilement. Ensuite, ceux qui pendent ensuite, exécutent, c'est les pastarans. Ce n'est pas le comité, c'est les pastarans qui physiquement tuent. Eh bien, ceux-là aussi sont connus, identifiables. Et finalement, plus important, ceux qui ont ordonné
le meurtre de masse ou n'importe lequel de ces crimes qui sont mentionnés à l'article 7 du statut de Rome, et que je viens de lire, sont également connus. Et plusieurs sont aujourd'hui au pouvoir. Plusieurs sont aujourd'hui au pouvoir parfaitement. Par exemple, le ministre actuel du renseignement est un des tueurs qui était instrumental dans le meurtre de masse en 88. Il faut donc une commission d'enquête des Nations Unies et des juristes éminents qui sont beaucoup plus éminents que moi, comme Maître Garcès, comme vous, et dont je salue la compétence infinie, vous ont dit comment ça se passe les enquêtes. Évidemment, moi, personnellement, et c'est ce que le comité demandera, que notre comité demandera au Conseil des droits de l'homme, c'est le Conseil des droits de l'homme qui devrait instaurer une commission d'enquête sur les massacres de 88 et les massacres après. Monsieur Frech, qui est un de ces grands juristes, qui est là et qui a longtemps joué un rôle essentiel au Haut Commissariat, pense que le Haut Commissaire lui-même a la compétence de nommer une commission, d'instaurer cette commission, quelle qu'elle soit, Conseil ou Haut Commissaire, quel que soit l'auteur de la création de ce comité, de cette commission d'enquête, elle doit avoir lieu. Elle doit avoir lieu et rien, ni identification du délit, ni identification des auteurs de ces délits ne s'y oppose. Et ensuite, dernier point, bien sûr, il y a, après que les crimes aient été vérifiés par cette commission d'enquête, les auteurs vérifiés par cette commission d'enquête, que faire? Eh bien, c'est le tribunal spécial. Il nous faut un tribunal spécial, bien sûr. Il faut créer, que les Nations Unies, l'Assemblée générale, crée un tribunal spécial sur l'Iran, qui mettra fin à cette impunité qui est une honte pour l'humanité. Je termine en remerciant encore une fois à la société civile et à la résistance iranienne de m'avoir donné la parole.